Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 12 août 2026. Alors pourquoi les grandes entreprises vous mentent sur les chiffres? Comment elles font? On va le voir après. On va commencer rapidement sur quelques valeurs du CAC et des chiffres macro, notamment sur l'inflation américaine. Et puis après, on va voir que les chiffres qu'on peut voir sont pas totalement vrais et cachent souvent des dépenses énormes et que ça reste quand même légal. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On regarde le CAC 40 qui perd 0,46. Alors le gros point de la journée, c'était ça, l'IPC, indice des prix à la consommation, ça mesure l'inflation. On est revenu à 3,4% en annuel aux États-Unis. On était à 3,5% le mois dernier. On est à 3,4%, donc c'est une baisse de l'augmentation. C'est toujours une valeur assez haute, mais ça baisse un peu. Donc plutôt bien accueilli, on va dire, par le marché. Parce que l'inflation, c'est toujours le but, l'ennemi pardon, à abattre, et le but, c'est de la ramener aux alentours des 2%. Et on va regarder le CAC avec donc une petite baisse, mais on n'était pas loin des plus hauts. Un peu impacté par le luxe, on a toujours beaucoup de tensions au Moyen-Orient. Et puis surtout, ce qui s'est passé, on a une association allemande qui devrait porter plainte, ou qui a porté plainte, je ne sais pas exactement, contre les lunettes connectées de Meta, et donc par répercussion aussi sur Essilor. Donc à voir ce que ça va donner. Enfin, il y a des millions de téléphones partout, des drones avec des caméras, mais apparemment avec les lunettes, ça pose problème. Donc bon, c'est pas trop important. Je pense que c'est une anecdote plus qu'autre chose, mais voilà, peut-être une des raisons de la baisse des Essilor Luxottica aujourd'hui, mais on est toujours dans notre phase d'accumulation avant potentiellement un rebond intéressant sur Essilor. Et puis le luxe a un peu impacté, on le voit avec Kering, qui revient sur ses niveaux de gap sur ses résultats, qui a du mal à partir. Ça manque du fameux catalyseur qu'on attend, notamment le Moyen-Orient. Pour l'instant, on l'a toujours pas, ou l'explosion des chiffres en Chine, ou LVMH aussi qui perd un petit peu. Mais on est toujours dans notre même zone finalement depuis le mois de mars, en gros, sur LVMH, donc RAS. Et puis on va parler notamment des grosses valeurs, des techs, des valeurs américaines, et puis toujours avec les data centers, Schneider Electric évidemment, et Legrand, c'est pareil. Legrand qui profite aussi des contrats avec les data centers pour faire baisser la facture. On n'est pas loin de casser, on est positif aussi sur Legrand, et Schneider qui prend 1,7, qui est sur ses plus hauts historiques et qui se rapproche on avait dit les 320. On est déjà sur 311, donc l'objectif est bientôt atteint sur Schneider, mais la tendance est toujours là, et puis le narratif aussi, donc a priori il n'y a pas trop de raison de partir. Et on va regarder, alors avant de voir notamment les graphiques sur les grosses valeurs américaines, on va regarder un petit tableau notamment. Je vais me cacher juste pour que vous voyez un peu l'image, je vais revenir après. Donc c'est la dette cachée des hyperscalers, des centaines de milliards de dollars qui sont hors bilan. Je vais le recacher après. Donc en gros, c'est quoi? C'est les dépenses d'investissement, les dépenses de CAPEX qui sont faites notamment pour... Alors on va le voir après un peu plus en détail ce que c'est, mais tant que ça n'a pas été mis en service, c'est des dépenses qui vont pas arriver au bilan. Pourtant, c'est des dépenses qui vont être obligés de faire. Il y a certains des baux sur notamment les data centers. Il y a d'autres choses avec des obligations d'achat, avec des contrats où ils peuvent pas les annuler. Donc il y a des milliards et des milliards comme ça. Donc là, on a des chiffres alors un petit peu moins récents. J'en ai d'autres après. Mais c'est déjà il y a un peu plus d'un an et demi. On le voit sur Apple, près de 60 à 90 milliards, sur Microsoft 50 à 80 milliards, qui apparaissent pas dans les chiffres, qui apparaissent pas dans la dette finalement, et c'est des dépenses qui vont arriver.
et qui vont coûter cher. C'est pareil sur Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, on le voit énormément, hein, plus de 120 milliards. Et ça représente quand même sur le bilan 25% environ pour Meta, 20% pour Amazon, 18% pour Alphabet, 16% entre 10 et 16 pour Nvidia, voilà. Tesla c'est 10 à 15. Et il y a même Berkshire Hathaway hein, qui fait pas partie des valeurs technologiques. C'est la même chose. On est autour de, alors c'était en 2024, autour de 5 à 10 milliards. On est à peu près au double hein, en ce moment. Et c'est pareil sur les autres, ça a quasiment doublé ces chiffres-là. Donc, là on a ici les explications que les data centers, notamment les équipements, l'énergie, les centrales, les contrats énergétiques, les licences de fibres notamment, et l'impact sur les ratios financiers forcément. Hein, la dette affichée, on va zoomer ici, la dette affichée par exemple d'Apple, elle est à 1,8, et si on compte ce qu'il devait, elle serait à 2,6. Sur Meta Platform, elle est à 1,7, elle devrait être à 4,4. Donc c'est des chiffres qui rendent une dette finalement explosive. Alors est-ce qu'ils ont le droit? Oui, la SEC est au courant, hein, parce que c'est des engagements de dépenses qui apparaissent au bas de page hein, de certains, je crois que c'est le rapport, ça va être le 10K. Et donc c'est totalement légal de ne pas mettre ces dépenses-là au bilan tant que ces dépenses d'équipement, de beau et tout, ne sont pas encore en service. Mais ça pose quand même un peu question sur l'ampleur des investissements. On a notamment hein, sur Meta Platform les data centers à El Paso, les serveurs IA, Reality Labs, donc c'est beaucoup de choses qui vont payer. Alors là j'avais des chiffres, mais j'ai préféré ne pas donner de chiffres. C'est aux alentours de plusieurs centaines de milliards. On est sur les 200, 400 milliards environ qui apparaissent pas hein, sur la dette. Donc c'est des méga engagements. Pour Berkshire Hathaway, on est plus autour de 20 à 40 milliards. Et puis on voit Apple, Amazon, c'est plutôt autour de 100, 120, 150. Donc c'est pour vous donner une idée sur les engagements. Hein. Alphabet, les beaux aussi des data centers, les puces, les contrats. Microsoft c'est la même chose, les serveurs GPU en plus, l'énergie. Sur Amazon c'est les équipements d'AWS, hein, Amazon Web Service, énergie renouvelable, les serveurs. Sur Apple c'est les puces avec Taiwan Semiconductor, Broadcom, les serveurs Apple Intelligence. Nvidia on a la capacité fondeur, la mémoire HBM hein, qui coûte très cher. Sur Tesla on a notamment les cellules de batterie, les serveurs. Et sur Berkshire Hathaway on a des structures d'énergie notamment et du ferroviaire. Donc c'est fait par toutes les boîtes en gros. Quand on n'a pas encore mis en service, on ne le déclare pas à la dette, hein, c'est quelque chose qui va arriver après. Mais là, ce qui est intéressant, c'est sur ces valeurs-là, on parle de centaines de milliards. Des fois 400 milliards, 300 milliards, 200 milliards qui n'apparaissent pas. C'est monstrueux. Alors, a priori, hein, quand ça va être en service, forcément, il va y avoir une capacité de production plus et ça va rapporter de l'argent. Mais à court terme, ça va impacter aussi le free cash flow, hein, la génération de trésorerie, parce que c'est des dépenses qui vont arriver et qui vont être énormes. Donc, attention à ce point-là. On va les voir d'ailleurs après. C'est quelque chose aussi qu'il faut connaître. Et c'est pour ça notamment qu'on voyait les valeurs baisser énormément hein, quand on parlait des dépenses de capex, des dépenses d'investissement, alors que les chiffres étaient plutôt bons hein, sur les résultats annoncés. Bah, c'est en partie pour ça. C'est pour ça que les gros fonds, les gros investisseurs avaient tendance un peu à quitter les positions et à vendre, parce qu'ils avaient ces chiffres-là sur les géants américains notamment, et les dettes qui n'étaient pas dans les chiffres officiels, on va dire, de la dette classique. On va regarder. Les Batman. Batman, pourquoi hein, c'est l'acronyme de Broadcom, Apple, Amazon, Tesla, Micron, Meta Platform, Microsoft, Alphabet, Nvidia et SpaceX. Ça fait Batman. Alors Alphabet. On est sur des niveaux, les 350 $, qu'on servi un peu de support, qu'on a un peu enfoncé déjà. Ah, j'ai mis la C, là. On va mettre là. Voilà.
Donc oui, c'était les résultats hein, qui avaient un peu fait chuter le titre hein, sur les 348 $. Et finalement, on revient, hein, on rebondit sur la moyenne à 200. On essaye un peu de partir, faux départ finalement, mais beaucoup de travail autour de ces 348. Alors effectivement, cette zone-là, c'est la zone d'intérêt. Hein. Si on y revient, évidemment, il faudra acheter sur 270. Pas sûr qu'on y revienne parce qu'on voit que les valeurs tech comme ça sont plutôt bien en forme. Et les valeurs semi-conducteurs aussi sont plutôt en train de repartir. Donc plutôt favorable. Ce qu'on va surveiller, c'est notamment hein, les 350 et la nouvelle cassure de cette oblique qui avait déjà été cassée une première fois 2 semaines après les résultats. Donc sur Alphabet, ce qu'on espère, c'est ce phénomène-là qui signifiera un signal d'achat, éventuellement hein, une cassure comme ça, et puis là on sera sur une zone encore plus intéressante pour le long terme. Favorable évidemment sur Alphabet, mais pas de zone court terme, on va dire, intéressante. Amazon qui a donné des chiffres super intéressants, notamment sur ses retours en investissement, hein, parce que les dépenses de CAPEX sont énormes, et ça commence à se voir sur Amazon, donc là c'était la bonne nouvelle, c'est pour ça qu'on a fait un gros gap haussier, qu'on a mis un nouveau plus haut historique à près de 287,20 $. On revient un petit peu, mais on rend pas grand chose, hein. On a mis quasiment une semaine, 10 jours là, pour revenir encore au-dessus du niveau du gap, donc on est toujours en phase haussière. Alors ça va peut-être y avoir un petit pullback peut-être ici sur les 258, mais là aussi on reste haussier hein, sur le moyen terme, et peut-être à court terme on a déjà donné un peu un signal intéressant, donc peut-être attendre la fin du pullback, parce qu'on a eu le breakout, boum, sur le signal d'achat ici hein, à partir du 30 juillet, boum, le breakout, ensuite le petit pullback où on rend, la phase de congestion, et on repart. On peut faire ça ici, hop, comme ça. Donc voilà, l'objectif sur Amazon, hein, c'est de ne pas trop perdre et de réagir probablement autour de la moyenne à 20 dans quelques jours. Apple. Alors Apple, ça a été un peu moins bien, les chiffres ont un peu déçu. Les dépenses d'investissement aussi sur Apple, hein, on en avait parlé, ils étaient un peu moins bons. C'est-à-dire qu'ils dépensaient beaucoup moins pour le futur. Puis on avait, alors pourtant les ventes de téléphones, hein, de Mac aussi étaient plutôt bonnes. Donc moi j'ai trouvé les chiffres et la réaction du marché peut-être un peu exagérée, notamment hein, on aurait pu revenir sur les 316, mais là revenir carrément sur les 300, ça me semble un peu dur. Donc là aussi on a noté hein, les points d'intérêt à chaque fois. Retour moyenne à 200 une fois, 2 fois, et là on pourra avoir la troisième fois. Pour moi, Apple sur les 288, ça reste plutôt positif, et je ne vois pas, hein, au vu des fondamentaux et des chiffres à venir, une mauvaise nouvelle qui va mettre Apple en correction pendant des mois. Il y aura peut-être, hein, si ça tombe, on changera notre fusil d'épaule, mais pour l'instant, les résultats ont été un peu vendus. On va peut-être revenir sur les 288, auquel cas, pour moi, ce sera une zone d'achat, et on pourra voir effectivement une phase de rebond, et si ça arrive, ça validera notre scénario sur Apple, avec quelque chose comme ça. Broadcom, là aussi plutôt positif. Alors les résultats, pareil, hein, ils ont été bien vendus au mois de juin, mais qu'est-ce qu'on a fait derrière? Un peu comme d'habitude. On dépense trop, gna gna gna, et puis retour moyenne à 200, on rebondit, et puis la tendance elle est comme ça depuis des mois voire des années, et c'est pas près de s'arrêter, je pense, en tout cas pas avant 2027. C'est pour ça qu'on a encore un potentiel, je pense, qui va durer des mois, au moins 6 mois hein, sur ces valeurs là. Donc là aussi on voit qu'on est déjà revenu au-delà hein, des 412, l'ancienne zone de résistance sur laquelle on a beaucoup travaillé avant les résultats, qu'on a cassé sur les résultats. En un mois et demi, on est déjà revenu au-dessus et on accumule. Donc positif aussi sur Broadcom. Meta Platform, la même chose. Résultat, boum, c'est vendu, et puis finalement, mais c'est vachement bien. Meta Platform, tout le monde rachète. On a une belle tendance là sous l'oblique, donc pour le signal court terme un peu, on va dire, c'est évidemment cette oblique là hein, qu'on peut surveiller.
Moi, je suis positif sur Meta Platform pour continuer à travailler probablement autour des 600 et puis casser cette oblique. Sur Meta, on n'a pas eu encore des chiffres très intéressants en termes de retour sur investissement. Donc c'est pour ça que la tendance, elle est un peu moins forte que sur d'autres. Mais on les aura probablement et ça devrait aussi casser vers le haut. Donc c'est des prix plutôt favorables, je pense, encore maintenant. En court terme, on attendra la dynamique ici de surcassure, mais le prix sera certainement plus élevé que maintenant. Micron Technologies, les puces mémoire, les puces HBM et RAM aussi, des RAM pour Micron, ça repart. Premier niveau ici, le premier niveau a suffi, 818 dollars, et c'est en train de repartir, on casse l'oblique, on casse la moyenne à 20. Inversion de tendance niveau MACD, cassure d'oblique RSI, on a tous les voyants verts sur Micron Technologies, donc potentiellement c'est la même chose sur SK Hynix et Samsung. Potentiellement encore une belle hausse à venir sur ces valeurs là. Alors le problème un peu de ces valeurs là, c'est qu'on a quand même des niveaux de valorisation énormes en termes de PER. On a un chiffre qui est passé on le voit, à 450 à 1200 en quelques semaines seulement. Et on avait déjà une hausse énorme avant, c'est-à-dire que en quelques mois, on passe on va dire, depuis le début de l'année, on est où? On est là. On passe de 300 à 1300. On fait x4, plus que x4 en 6 mois. Donc forcément, on a des niveaux un peu élevés, mais on a toujours une pression sur le prix des mémoires, ce qui fait que ce qui explique que on a potentiellement encore une nouvelle phase de poussée à venir sur Micron Technologies. En tout cas, on a un beau support là autour des 818, on peut s'en servir si le scénario haussier ne prend pas et qu'on revient en dessous, on peut quitter avec finalement une perte assez limitée. Par contre, le gain, il est important parce que je pense qu'on peut dépasser les plus hauts. Et les plus hauts, décidément, les plus hauts à 1254, ils sont à plus 36%. Le support, il est à moins 10%. Donc le ratio gain-risque, il est largement à l'avantage. Et on a aussi la macro qui est plutôt favorable. Microsoft. Microsoft comme Amazon, ils avaient apporté les preuves sur les chiffres que le retour sur investissement commençait à se faire sur Microsoft. Les dépenses d'investissement aussi allaient un peu baisser. Donc, bonne nouvelle pour Microsoft. Les investisseurs sont revenus massivement et on a complètement changé la tendance. Regardez, hop, la tendance a été comme ça. Alors, nous, on avait déjà donné des signaux d'achat avant, notamment depuis le mois d'avril. Mais c'est vrai qu'on était passé de 550. Là, on casse les 500, on n'est pas bon, on est en dégradation, mais on a toujours les rachats sur les 350. Derrière, on avait du travail, et finalement, ce qui s'est passé, c'est boum, on est passé assez rapidement de 357 à 500. Donc, on a pris 41% en un mois et demi. 41% en un mois et demi. Sur une grosse cap comme Microsoft, avec la cassure de toutes les moyennes mobiles, des Bollinger aussi. Donc on a complètement changé la tendance là depuis les résultats. J'ai pas mis, mais évidemment c'était les résultats ici. Donc favorable aussi sur Microsoft pour le long terme, évidemment, éventuellement pour le jouer vraiment plutôt court terme. On attendra peut-être un pullback parce que là on voit que ça commence à baisser un peu. Donc jouer éventuellement ce petit pullback peut-être sur les 430, 440 ou 460. C'est des zones intéressantes pour Microsoft qui devraient permettre d'accumuler et de repartir. Nvidia, très favorable. Et là, sur le court terme, on est bien sur Nvidia parce qu'on a ce petit canal baissier ici, puis notamment cette zone à 212 dollars qui était énormément jouée, un peu cassée à la hausse pendant quelques semaines au mois de mai. Et derrière, échec, 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 échec. On n'y arrive pas. Et là, boum. Là aussi, c'était les... Est-ce que c'était les résultats juin, juillet, août. Non, je crois pas qu'il y avait de résultats sur Nvidia. Ça doit être fin août.
Mais c'est plus sur des annonces de contrats à droite à gauche, hein, avec tout le monde qui veut les puces Nvidia. On a réussi à recasser les 212, donc la zone qui nous embêtait depuis des semaines voire des mois, et on a cassé aussi l'oblique sur les plus hauts. C'est cet oblique, hein, qui fait notre canal baissier. On a également une accumulation qui se fait, on l'avait dit, hein, ici le 16 juillet, c'est ce qui s'est passé, le gap haussier, et là on a l'accumulation au-dessus de cet oblique. Et regardez, tous les chandeliers, ils ne reviennent pas en dessous, on est en train d'accumuler au-dessus, donc c'est parfait, et c'est au-dessus de toutes les moyennes aussi. On a un peu pété les Bollinger vers le haut là, donc plutôt très bonne nouvelle, hein, sur Nvidia. Ça c'est un vrai signal d'achat aussi, et en court terme c'est plus intéressant peut-être que les autres parce qu'on n'est pas encore parti très loin, ça vient juste de se déclencher, hein. C'était notamment le 5 août. Donc favorable aussi sur Nvidia, on attendra les résultats probablement à la fin du mois, mais qui devraient être encore excellents. SpaceX, je vous l'ai dit, moi j'ai peur du bull trap sur SpaceX. Il y a eu beaucoup de ventes, il y a beaucoup d'actions en circulation, il y a toujours un flottant limité, mais qui va l'être de moins en moins. On revient sur les prix d'introduction, hein. Les prix qu'on avait payés pour jouer l'IPO, c'était 135 $. On est pile dessus là. Alors certains analystes ont mis des chiffres à plus de 250 $. Au vu des fondamentaux actuels, je suis un peu surpris. Je dis pas que ça va pas y aller, mais peut-être dans quelques mois ou quelques années. Mais là, sur une dynamique court ou moyen terme, j'ai du mal à voir SpaceX. Alors avec la hype, ça peut toujours le faire, mais elle a annoncé encore pas mal de dépenses d'investissement. Et il va y avoir toujours de la pression baissière, hein, sur SpaceX. Alors, la chose un peu importante, c'est que comme elle fait partie des gros, qu'elle est rentrée dans les fonds, il y a beaucoup de gros fonds qui sont obligés d'acheter du SpaceX dans leur portefeuille. Mais ça, je pense que ça s'est fait au début. Ça s'est fait sur les premières semaines. Est-ce que les gros fonds vont racheter maintenant? Alors peut-être une partie sur le lock-up. C'est pour ça peut-être que ça baisse pas complètement. C'est parce que les gros fonds qui doivent détenir du SpaceX empêche une grosse baisse, mais une fois qu'ils auront tous les titres voulus, il n'y a pas de catalyseur pour aller beaucoup plus haut. Donc attention, peut-être que je me trompe, hein, et qu'on va avoir une belle poussée sur SpaceX, mais techniquement à très court terme, oui, on est haussier, hein, depuis le 7 août là. On est repassé, hein, au-delà des 7-8 août, au-delà des 135, au-delà de la moyenne à 20, mais c'est vraiment tendu, hein, attention. Et Tesla qui a une belle figure aussi, plutôt long terme ici, avec la fin d'année 2025, mai 2026, juillet 2026, c'est cet oblique là qu'il faut casser. On a les beaux supports ici sur les 313, ça a fonctionné, parce que les résultats ont été vendus, mais derrière, on accumule dessus, un peu comme sur Essilor finalement. Essilor Luxottica, c'est la même chose. On a un support sur lequel on pourra accumuler pendant 2-3 mois, voire plus, et repartir sur des bonnes nouvelles, des catalyseurs. Donc Tesla, on va être plus sur une optique long terme, hein, ou plutôt on va dire à oublier pendant un moment, ou à accumuler sur ces niveaux-là. Je pense que c'est pas énorme, hein, 300 $, 313 $ pour du Tesla actuellement. Mais on n'a pas encore les catalyseurs pour décoller. Donc tant qu'on les a pas, a priori, on restera ici. Et on va voir quelques valeurs qui vous intéressent. On est quel jour? On est mercredi. Hop. SBSW, Sibanye Stillwater, c'est une minière. Alors, minière, elle fait beaucoup de choses, hein. Elle fait beaucoup d'or, elle fait aussi du palladium, du cuivre. Alors, palladium et rhodium aussi. Mais on va dire, je crois que c'est un tiers environ. Un tiers, c'est sur l'or. Et on a un autre tiers sur palladium et deux ou trois autres minerais. Donc, ce qui l'a aidé, c'est le rebond sur l'or, en partie. Et il y a aussi des rebonds sur le platine et le palladium, mais le fort rebond sur l'or, ça a, je pense, déclenché la hausse de ces derniers jours. De toute façon, les autres métaux précieux sont un peu dans le même sens, donc forcément, les 9,46 ici, qu'on était en train d'enfoncer, on est revenu au-dessus, on a cassé l'oblique, on est toujours sous la moyenne à 200, mais avec une tendance des métaux précieux plutôt à la hausse, on devrait pouvoir performer comme les autres. Donc ça fait partie des minières, hein, qui là aussi
sont plutôt favorables. Alors on n'est pas dans une dynamique vraiment d'investissement long terme encore validée, parce que on a toujours cette moyenne à 200. C'est un point important, hein, j'en parle souvent, mais c'est le point clé pour beaucoup d'investisseurs. Et quand c'est une zone qui est regardée par tout le monde, ça valide des achats, des schémas qui sont suivis par beaucoup de monde et donc amplifiés un peu par le marché. C'est un peu une prophétie autoréalisatrice, hein, parce que comme tout le monde la regarde, quand on est en dessous ça va pas, quand on est au-dessus tout va bien. Donc c'est ces niveaux-là qui sont à regarder évidemment. Allez, 12.5 actuellement, donc il y aura peut-être quelques échecs, mais vu la tendance, hein, des matériaux actuellement, on peut espérer ça, et une cassure à venir, donc on va dire qu'on est plutôt positif sur cette valeur. Hafner Energy, alors oui, j'ai eu pas mal de questions sur Hafner. Déjà bravo pour ceux qui l'ont joué. Moi je l'ai pas joué, alors j'aime bien, hein, des fois jouer des valeurs un peu spéculatives à moins d'1 euro, parce que ça peut rapporter beaucoup. C'est risqué, mais c'est souvent assez rémunérateur. Alors je suis plus sur les biotech que d'autres valeurs. Hafner Energy, hein, c'est dans l'énergie. Le problème, c'est que, alors oui, les fondamentaux sont pas très bons, on perd de l'argent. Dernièrement, ils ont eu des contrats, hein, c'est pour ça que ça avait bien boosté, là, je crois, au mois d'avril. Ils ont décroché des gros contrats, on le voit, hein, 4 centimes. Au début de l'année, on vaut 4 centimes. C'est des signaux de... On va la regarder. Et sinon, vous ne me croyez pas. Hafner Energy, donc voilà, chaque année elle perd, elle gagne, alors ça c'est le chiffre d'affaires, elle gagne quasiment rien, 1 million, 1 million 3, et elle perd 12 millions, elle gagne 1 million et elle en dépense quasiment 13, donc c'est assez mauvais, hein, en termes de fondamentaux forcément, mais ça peut être un business model intéressant sur des chiffres, hein, sur des contrats futurs qui vont arriver, des économies à venir et un inversement, hein, qui va faire une valeur positive. Il y a beaucoup de boîtes comme ça qui perdent de l'argent, mais qui sont prévues bénéficiaires à année plus 3 ou année plus 4, donc ça leur permet de tenir. Mais là, c'est moyen. Alors ils ont encore une dette relativement limitée. Le problème, c'est qu'ils font souvent... J'en avais parlé en commentaire, des augmentations de capital avec des émissions d'obligations convertibles en actions, ce qu'on appelle des OCEANE, obligations convertibles en actions. C'est quoi? On leur prête de l'argent et en échange, ils donnent des obligations. Donc soit des obligations qui vont être remboursées, ou alors... Passer un certain seuil, elles peuvent être convertibles en actions, et généralement c'est plus intéressant de les convertir en actions. Donc les gens qui prêtent de l'argent à Hafner, ils font ça, ils convertissent après leur Océane, et donc il y a encore plus d'actions en circulation, donc la part que vous aviez vous dans Hafner Energy, elle va baisser forcément. Donc il y a une dilution, donc il y a une baisse du cours, c'est mécanique. La trésorerie, elle est quasiment nulle. Les fondamentaux sont très mauvais. Alors là, dernièrement, hein, ce qui a bien fait bouger le titre, on va voir la croissance. Alors, il y a quelques chiffres de croissance, hein, mais surtout sur les prévisions, parce que les chiffres actuels, on est un peu mauvais. Croissance du revenu, on est à des chiffres un peu stratosphériques, et c'est pour ça qu'elle est montée, hein, 215%. Mais le profit, on le voit, on est nul partout sur le profit, on est en négatif. Donc c'est un gros pari sur l'avenir. C'est pour ça qu'elle a monté, elle a eu d'autres bonnes nouvelles. Le problème, c'est que souvent elle profite d'un cours assez élevé pour balancer des obligations convertibles en actions, ce qui va faire baisser le cours, rentrer beaucoup d'argent à un cours assez important, et essayer de se sauver. Alors on n'est toujours pas à 1 euro, hein, on n'est qu'à 70 centimes. Alors pour l'instant ça reste haussier. C'est un pari gagnant, un vrai pari spéculatif qui a été gagnant, mais qui pourrait très prochainement se terminer sur une annonce, hein, d'augmentation de capital, qui va à mon avis arriver très très rapidement. Ça peut être encore monter ici vers les 1 euro, mais ça sera compliqué d'aller beaucoup plus haut, je pense.
Netflix, c'est moyen, hein. Alors il y a les résultats qui ont été vendus. Après, en 2 semaines, on arrive à combler le gap, mais la tendance elle est toujours assez misérable. On a un gap baissier ici déjà sur résultats. À chaque fois qu'elle donne des résultats, c'est vendu. Alors il y a eu un gap haussier ici. Je crois que c'était parce qu'ils avaient renoncé à acheter, je sais plus, c'est Paramount ou MGM ou enfin une autre valeur. Derrière, hein, ça rebaisse. Alors on est sur une zone, l'ancienne zone de gap ici, qui n'existe plus. Donc ça c'est plutôt bien. Autour des 70$. Donc potentiellement, c'est ça qu'on peut espérer, hein, une accumulation pendant des mois ici, avant un redémarrage. Mais d'ici là, il n'y a pas grand-chose à faire, je pense. Sterling Infrastructure, ils font construction de bâtiments et infrastructures de transport dans le Michigan et vers Houston aussi. Il est pas mal ce graphe. On aime bien parce que zone de gap, boum, explosion, plus haut historique, consolidation, comblage de gap, retour sur moyenne à 200. Bah là, le timing, il est parfait. Parce qu'on a déjà tout fait. On a fait les plus hauts, on a fait la consolidation, on a fait le comblage de gap. Et maintenant, on est dans l'accumulation ici, autour du support moyenne à 200. Et on va attendre, boum, la sortie. On voit hein, la MACD aussi qui a bien baissé, qui est en territoire négatif, qui s'inverse même aujourd'hui. Donc éventuellement en anticipation dès aujourd'hui, oui, ou alors on est plus prudent et on attend effectivement la sortie vers le haut. Mais là, moi j'aime bien le graphe et j'aime bien le timing justement. Parce qu'on a eu toutes les étapes qui se sont passées et là ça redevient intéressant pour jouer justement hein, ce phénomène-là. Et là la sortie hein, avec des pourcentages plutôt pas mal et donc de la volatilité. Veolia. Toujours, on va dire plutôt positif long terme. À court terme, on avait dit que ça baisserait, hein, donc échec sur les 37. On revient ici sur le support à 34, donc c'est l'objectif. Maintenant, sur les 34, on veut que ça réagisse. Pour l'instant, c'est trop tôt. Donc, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est casser ça, hein, boum. Casser cette oblique, casser la moyenne à 20. Donc, si on a une accumulation autour des 34,4 et qu'on repart vers le haut, signal d'achat, signal de renforcement et positif sur Veolia. Maintenant, si c'est pas le cas, si on a un scénario baissier, on va peut-être combler le gap ici, réagir sur moyenne à 200 et repartir après. Et scénario numéro 3, on casse tout et on revient vers les 28-29, mais j'y crois pas trop, donc plutôt attendre le scénario 1 ou 2. Voltalia, il y avait eu pas mal de rumeurs hein, de rachat sur Voltalia, finalement ça n'a pas trop pris. Ça reste une valeur intéressante parce que valeur énergie hein, qui est assez recherchée. Les fondamentaux sur Voltalia, je vais regarder un petit peu avant, on va les regarder. On a perdu de l'argent en 2025 hein, malheureusement, mais on le voit, les chiffres d'affaires il est en croissance constante, donc ça c'est vraiment bien. Par contre dernièrement oui on perd un peu. Les actifs montent, le passif aussi, la dette aussi, mais ça reste gérable. La trésorerie, elle est correcte, hein, 314 millions, c'est une petite valeur, Voltalia. Maintenant, oui, il y a eu des dépenses un peu exceptionnelles qui ont fait perdre de l'argent sur Voltalia. Ouais, autre charge opérationnelle. Faudrait voir exactement hein, ce qui s'est passé, mais oui, le résultat net a été un peu impacté, mais a priori, ça reste une cible potentielle pour un gros qui voudrait faire une OPA. Donc là, ça pourrait être plutôt pas mal. Peut-être attendre les prochains chiffres pour voir si la grosse baisse qu'on a eue sur le résultat net, c'était quelque chose de temporaire ou si c'est plus structurel et que la société a du mal. Mais moi ce que j'aime bien c'est justement ça, la hausse de la croissance du chiffre d'affaires, ça c'est continu, ça c'est bien. Alors après forcément hein, il y a toujours des problèmes quand on a une petite valeur comme ça, pas encore extrêmement rentable. Donc l'année dernière on a fait mal, mais tant qu'on gagne de l'argent et beaucoup d'argent ça peut revenir hein, parce que les années précédentes ont été quasiment autour des zéros. Donc à surveiller. Peut-être sur une validation d'une bonne nouvelle. On voit, hein, ça fait rien depuis 2 ans, Voltalia. Il y a des rumeurs, il se passe rien.
Éventuellement à surveiller, hein, à se la mettre en watchlist pour rumeur d'OPA ou résultats qui valident peut-être un trimestre où on va enfin peut-être gagner de l'argent, alors pas prochainement, mais sur les trimestres d'après. Voilà, ça se surveille. Et enfin, Voyager Technology, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Bâtiments et matériaux de construction. Bah ça c'est beau. Résultat, boum, gap haussier. On casse presque toutes les moyennes. Et derrière, ça continue d'être acheté. Alors le problème c'est qu'on revient pile là sur l'oblique, qu'on commence à baisser. Mais c'est bien aussi parce que ça va nous faire la vie d'une action, c'est ça. On l'a vu sur quoi? C'était sur Sterling. C'est ça. Donc sur Voyageur, qu'est-ce qu'on espère? Le breakout il est fait, on attend le pullback. Normalement, on risque d'avoir du mal ici. On fait le pullback, on fait l'accumulation et on fait le redémarrage. Alors, éventuellement, ça peut repartir là, mais ça sera un peu compliqué. Moi, j'attendrais plutôt ce phénomène de pullback, d'accumulation qui valide un peu la digestion du marché, ne pas combler le gap et accumuler et repartir. Et là, on valide un vrai signal d'achat assez fort sur Voyager. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à commenter, à poser vos questions. Et voilà, bon trade et à plus.